En 1849, dans le sud constantinois, le cheikh Bouzienne reprend le flambeau d'une résistance acharnée. Son nom se confond avec la bataille de Zahad Shah. À ce propos, un ancien officier de ce qui était qualifié de l'armée d'Afrique publiera ce témoignage. Les maisons, les terrasses sont partout envahies. Ce qui n'est pas atteint par le feu périt par le fer. Pas un seul des défenseurs de Zahad Shah ne cherche son salut dans la fuite. Pas un seul n'implore la pitié du vainqueur. Tous succombent, les armes à la main. On vendange chèrement leur vie et leurs bras ne cessent de combattre que lorsque la mort les a rendus immobiles. Le chef de la résistance, le cheikh Bouzienne et son fils de 15 ans furent faits prisonniers, fusillés puis décapités. Leurs têtes au bout de pique furent emmenées jusqu'à Biskra et exposées sur la place du marché. Et comme pour prolonger l'effroi, les crânes des résistants algériens sont aujourd'hui entreposés dans de vulgaires boîtes au musée de l'homme de Paris, après y avoir été longtemps impunément exposés. Et ces crânes, les voici. Chérif Boubarla, crâne numéro 5940. Aïssa Al-Hammadi, tête momifiée numéro 5939. Cheikh Bouzienne, crâne numéro 5941. Simous Al-Darqawi, crâne numéro 5942. Mokhtar Al-Titraoui, crâne numéro 5944. Malgré les travaux faisant état de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ayant été perpétrés durant 132 années d'occupation française de la terre algérienne, la colonisation de l'Algérie est vue apparemment par autisme ou par déni sous l'angle civilisateur. Et c'est sans doute pour cela que des restes mortuaires de têtes coupées sont conservés comme de macabres trophées. Les crimes les plus horribles étaient acceptés, voire soutenus et justifiés, car les colonisés dans leur inconscient collectif n'étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière, mais comme une sous-humanité entièrement à part. Au mieux, une humanité qui devait être civilisée. Dans son journal, Chose Vue, Victor Hugo rapportait un débat qu'il avait eu avec le général Bugeaud en janvier 1841. Le prétendu défenseur des droits humains expliquait « Je crois que notre nouvelle conquête est chose heureuse et grande. C'est la civilisation qui marche sur la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. » Mais aussi dire que la colonisation a introduit une modernité par effraction, que des dizaines de milliers d'instituteurs, de médecins, de fermiers ont beaucoup donné à l'Algérie. Dire que les pieds noirs ont été les victimes de la politique algérienne de la France, avant comme après la guerre. Une colonisation à sens unique ne leur a pas laissé d'autre issue que de quitter brutalement et à jamais les terres où ils étaient nés. C'était une injustice. Et c'est encore une souffrance. La première phase de la conquête de l'Algérie de 1830 à 1856 a été marquée par l'extrême violence des méthodes utilisées par l'armée française. Les massacres de masse, les enfumades et autres procédés génocidaires décimèrent la population algérienne. En 1880, le déclin démographique de la population algérienne était tel que dans une étude intitulée « La démographie figurée de l'Algérie », le chef des travaux de la statistique démographique et médicale prévoyait la disparition des Algériens. Selon lui, et je le cite, des races inférieures et surtout races dégénérées devaient tendre à disparaître d'une façon régulière et rapide. Et c'est de cette prétendue civilisation dont nous parle le réalisateur René Vauthier. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. Le commandant Claude-Antoine Rosé, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez. Le colonel François de Montagnac,
Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme, toujours au nom de la civilisation. Au total, plus de 100 ans de colonisation française en Algérie auraient fait, selon l'historien Mostafa Al-Shraf, environ 6 millions de morts algériens. Si les crimes d'Hitler sont pleinement reconnus comme tels par la France officielle, c'est avant tout parce que ces victimes sont considérées comme appartenant de plein droit à l'humanité. À l'instar de l'ensemble des peuples non occidentaux, les Algériens n'ont pas ce privilège. Le négationnisme de la France officielle quant à son histoire coloniale nous rappelle ce qu'Aimé Césaire dénonçait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale d'un discours sur le colonialisme. Les Occidentaux ne reprochent pas à Hitler, disait-il, le crime en soi, le crime contre l'homme, l'humiliation de l'homme par l'homme, l'humiliation de l'homme en soi, mais le crime contre l'homme blanc, c'est-à-dire d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Notre peuple est en marche. Notre expérience se fait de 100 000 expériences venues des plus petits villages, des Douars et des Mechta. Notre force se fait de millions de visages bâtisseurs de lumière, forceurs de barrages, de millions de visages bâtisseurs d'avenir. Le peuple algérien s'est mis en marche sur la voie qu'il s'est tracée. Uni, fort, maître de son destin, ces guerriers pacifiques, partis de l'extrême fond de la détresse, ont engagé toutes les batailles contre l'ignorance, contre les exploiteurs, contre la misère, contre la maladie et par-dessus tout, pour la dignité. Seuls les crimes de masse contre l'homme blanc peuvent être pleinement reconnus comme des crimes contre l'humanité, puisque les attributs de l'humanité ne sont pas entièrement reconnus aux non-occidentaux.